C'est donc on va diviser la séance en deux. On va s'enligner aujourd'hui sur un cours complet de 3 heures, mais on réajustera. Si vous nous dites que c'est trop long, on raccourcira les prochaines fois, puis on va essayer de prendre une pause quand même entre les deux parties. Donc, la première partie, c'est les étapes de démarrage et les enjeux de gestion collective pour avoir un portrait global de ce qui vous attend. Puis en deuxième partie, on va faire l'exercice sur le cadre identitaire, donc ça va être un exercice en sous-groupe qu'on va vous proposer. Donc, étape de démarrage. Donc là, c'est un petit peu fatigant, je vois pas tout mon truc, mais donc, on a séparé, là, puis on peut s'obstiner longtemps sur les termes, qu'est-ce que c'est démarrage, qu'est-ce que c'est lancement des opérations et développement, mais je dirais qu'on a simplifié au maximum. Il y a un certain nombre de choses que vous devez faire en démarrage, puis c'est surtout ça qu'on va voir aujourd'hui. Démarrage, lancement des opérations. Démarrage, on entend par là, incluant le pré-démarrage, on entend toute la période où vous êtes en réflexion sur votre projet d'affaires jusqu'au moment où vous allez vraiment officiellement lancer vos opérations. Évidemment, ça va varier selon chacun des projets. Il y en a qui sont en mode pilote beaucoup plus longtemps, donc la période de démarrage peut durer plus longtemps. C'est des périodes qui sont aussi très fluctuantes selon les projets. Je vous dirais, la plus courte période de démarrage, peut-être pour un type service conseil où on n'a pas besoin de trouver un local, l'aménager, tout ça, ça pourrait être 3 mois. Là, 3 mois, c'est pas mal ce qui est le plus rapide quand on démarre un projet, quand on est déjà prêt. Mais ça peut prendre jusqu'à 1 an et demi, selon. Surtout dans certains cas là, de vos projets où vous devez chercher un local, le local parfait pour votre projet ou le terrain parfait. Donc, des fois, tant qu'on ne le trouve pas, on n'est pas capable de lancer les opérations. Donc, des fois, ça peut être plus long. Ça peut être aussi plus long le temps de mobiliser le financement. Il ne faut pas sous-estimer ce temps-là. En fait, ce temps-là est toujours plus long que ce qu'on pense et que ce qu'on souhaiterait. Il faut se rappeler que les financiers en économie sociale, ce sont des financiers souvent là, des instances publiques, parapubliques, puis qui fonctionnent avec des comités. Puis les comités, ça se réunit des fois au mois, des fois aux 2 mois. Ça prend des vacances l'été, ça prend des vacances l'hiver. Fait que ça peut vraiment retarder votre projet. Surtout là, si vous déposez quelque chose en juin, ça peut pas être traité avant le mois d'août. Puis tu sais, même si nous, c'est sûr qu'on travaille avec vous pour que votre plan d'affaires soit présentable à des financiers, mais une fois qu'il va être fini votre plan d'affaires avec le parcours, il ne sera peut-être pas complètement fini pour les financiers. Ils vont vous refaire travailler des éléments pour que ce soit à leur satisfaction. Fait du moment où vous entrez quand vous déposez une demande à un financier, il y a un certain délai, là, il peut se passer facilement 1 à 2 mois avant même qu'il juge prêt à présenter devant un comité de financement. Là, après, on attend le comité en question. Donc, c'est des délais qui sont longs et qu'il faut prévoir. Fait que si vous avez en tête de lancer des opérations, je ne sais pas, par exemple en septembre, puis que ça vous prend du financement, je vous dirais, prenez-vous le plus rapidement possible parce que c'est quand même assez long. Donc, là, il y a la portion lancement des opérations que nous, on évalue à peu près, là, ça peut être instantané. Si le projet est simple, ça peut des fois prendre 1 à 2 ans. C'est un peu la période de rodage aussi, où est-ce que vous faites vos tests de marché, vous avez peut-être imaginé des services, des produits ou des types de clientèle cible, puis vous vous rendez compte en lançant vos activités que ce n'était pas tout à fait ça, donc vous êtes en rectification de tir. Donc, à peu près une période moyenne. Puis bon, il y a le développement après des opérations qui s'ensuit. C'est juste pour vous situer. Là, ce que je vous propose comme exercice, c'est qu'on prenne, donc allez directement sur, je vais vous montrer le document, mais dans Google Classroom. C'est le document qui s'appelle Étape de démarrage. C'est ce document-là. Je ne sais pas si vous voyez. Là, ce que je vous propose de faire, en fait, c'est un exercice de co-création, donc de vous commettre un peu. Il y a différents mots-clés qui sont dans le tableau en haut et en bas. On a séparé le document
Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que tout le monde a le document que je présente à l'écran? On va peut-être donner un petit 10 secondes. Donc, il faut Mhm. aller dans Google Classroom puis cliquer sur, dans le fond, le document Excel de l'annonce intitulée Exercice flèche étape de démarrage. Donc, on va le voir en haut, il y a combien de personnes connectées. Ah, OK, tu vois ça où, toi? Ben, Les petits ronds qui sont ouais, là? les petits ronds. Donc, vous pouvez être plusieurs sur le même compte, je suis pas mal sûre, donc ça devrait aller. Bon, super. Donc, c'est pas des trucs de groupe, là. C'est pas un exercice de groupe. Oui, on commence à avoir pas mal de monde qui ont un document. Comment? OK. Bon, j'essaie de m'installer pour voir toutes les affaires en même temps. Bon. Je viens juste d'arriver sur le Google Classroom. Est-ce qu'on peut me répéter c'est quoi où il faut aller dans Dans Google Classroom? Ouais. dans la séance 2, Euh, donc dans Travaux et devoirs, séance 2. Classwork, moi, je l'ai en anglais, c'est pour ça. OK. Donc, le C'est deuxième onglet, ouais, Classwork. Et c'est comment séance 2? séance 2. Puis là, il y a Ouais. exercice, flèche et étape de démarrage. OK, parfait, merci. OK, donc, c'est ça. Il y a en haut et en bas une série de mots. Là, je vais juste vous montrer, là, tu sais. Donc, l'idée, c'est d'aller sur une série de mots comme ça, mettons ici, tenue de l'Assemblée générale d'organisation, puis d'estimer ça va où ça. Est-ce que je mettrais ça dans la ligne du temps? Je mettrais-tu entre le démarrage, lancement des opérations? Je mets ça plus en développement? Donc, c'est ça l'idée de placer les mots dans dans la bonne chronologie. Ce qui est en haut de la flèche, c'est marqué spécifique aux coopératives. Donc, il y a des types d'actions ou de tâches qui sont vraiment liées à votre statut coop, qui ne sont pas propres à d'autres entreprises. Donc, vous inscrirez ces mots-là en haut. Puis, ce qui est en bas, c'est propre à toute entreprise. Donc, c'est toutes les actions que, peu importe la forme juridique que vous avez, vous auriez les mêmes tâches à faire. Donc, je vous dirais, allez-y. Premier arrivé, premier servi. Prenez-vous un mot. Puis les consignes, c'est que si vous voyez qu'il y a des gens qui ont mis une tâche à quelque part, puis vous vous dites, ben ça n'a pas rapport, c'est pas là qu'elle va, vous avez le droit de la déplacer. Fait que, allez-y comme vous le sentez, comme ce que vous connaissez aussi de ces mots-là. Puis après, on va regarder. C'est normal qu'il y ait peut-être des acronymes que vous ne compreniez pas exactement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je regarde. Erika, tu me diras, moi, j'ai pas accès au chat, là, comment je suis installée. Fait que si jamais il y a des gens qui posent des questions par chat, tu me diras. OK. Est-ce que tout le monde a fini? Êtes-vous confiant dans où les choses sont placées? C'est bon? OK. Est-ce que vous trouvez ça dur faire ça ou c'est clair pour tout le monde? Ça va-tu de soi?
Moi, personnellement, je suis sur une tablette puis sur mon cellulaire, fait que je peux pas faire ça, mais OK. je trouve ça beau de vous voir aller là. OK. Désolé de pas participer, c'est juste Non, pour c'est dire. correct, c'est correct. OK. Est-ce qu'il y Ok, en a... Oui? Vas-y. c'est correct, désolé, vas-y. OK. Non, je veux savoir si vous avez besoin de plus de temps encore ou si ça avait fait le tour pour tout le monde. OK, il y a encore rien qui déplace. Non, pour ma part, moi, j'ai un petit problème technique, là. Je dois rentrer dans le lien, puis je ne l'ai pas encore. Alors, OK. je vais m'ajuster moi aussi. OK, mais tu peux les voir sur l'écran partagé. OK. Oui. Ouais, moi aussi, je le vois, là, je regarde tout ça aller. Hein. OK, parfait. Ah, mon Dieu, on a tout enlevé. OK, fait qu'il n'y a plus rien de spécifique quasiment au coop. Tout est descendu propre aux entreprises. C'est pas si compliqué de faire une coop, finalement, il n'y a pas grand-chose de spécifique. On n'a pas l'air de tout s'entendre. C'est Une couple Fallait-tu d'étiquettes qui va et viennent. ça, c'est ça. fallait-tu qu'on les classe entre ça? Moi, je pensais que la catégorie en haut, c'était au coop, puis en bas, ça l'était pas. Oui, c'est ça. Non, c'est ça, c'est ça. Oui, en haut, OK, c'est OK. spécifique au coop. Puis en bas, ce sera aux entreprises en général. Puis essayer de respecter, tu sais, ce que vous pensez plus que c'est en termes de phasage. Là, qu'est-ce qui vient avant quoi, dans le fond? C'est juste qu'il y avait certaines choses spécifiques au coop qui semblaient pertinentes aux autres, donc c'était comme bien de les mettre côte à côte. OK, ben allez-y comme vous le sentez, puis je vais vous corriger ça. Fait le tour? Ça a l'air pas mal stable. OK. Fait que je vais y aller peut-être, ben je vais y aller, je vais essayer d'y aller comme un peu ce que je vois le plus possible près d'ici, mettons, comme ici, demande de constitution. Ça, je vais le remonter spécifique aux coopératives dans le sens que vous devez faire votre demande de constitution au ministère de l'Économie et Innovation, la direction des coopératives. Donc, c'est pas la même chose, c'est pas au même endroit que pour les entreprises, les autres entreprises. Normalement, c'est au registraire des entreprises que vous faites la demande, mais pas dans le cas des coopératives. Donc, quand vous allez être prêt, vous complétez votre formulaire de constitution, puis on l'envoie au ministère. C'est le ministère qui fait votre enregistrement automatique au registraire des entreprises. Fait que vous n'avez pas besoin de réserver votre nom. Le nom d'entreprise va être déjà réservé en envoyant votre demande au ministère. Fait que donc, ça, ce serait peut-être une des premières étapes coop là, à faire. Déclaration, là, peut-être que, bon, faudrait peut-être changer même le terme. Oui, il y a une déclaration initiale à faire au REC. C'est correct, on le laisse dans général aux entreprises parce que toutes les entreprises doivent s'enregistrer au REC. La seule nuance, c'est que dans le cas de la coopérative, comme je le disais, le ministère va vous enregistrer automatiquement en faisant votre demande. Vous, quand vous allez avoir tenu votre assemblée d'organisation puis avec vos premiers administrateurs, c'est là que vous allez faire une déclaration de modification. Mais la déclaration de base, votre nom va déjà être inscrit au registraire des entreprises. Vous n'avez pas de démarche à faire pour ça. Donc ici, il y avait 2 demandes de constitution. Ça, c'est correct. On peut même l'enlever. C'est la même chose. Vous avez ici enregistrement au RIC. Est-ce que ça, vous savez c'est quoi? Qui l'a mis là? Non? Qui l'a mis là? Quelqu'un qui est à son affaire, mais qui parle pas. C'est le registre des entreprises du Canada, je sais pas quoi, quelque chose de même, là, c'est ça? Ah, ouais, registre des industries du Canada. On aurait peut-être pu... Non, c'est pas ça. Non, c'est vrai, je me trompais. Je pensais que c'était REC, désolé. Oui, OK. Ben, le RIC, c'est le régime d'investissement coopératif. C'est quand vous investissez dans l'entreprise en parts, vous pouvez inscrire vos parts, l'argent que vous intégrez dans votre entreprise, dans un régime qui permet un retour d'impôt aux travailleurs. Donc, ça, on vous le présentait à la séance d'information, mais c'est un retour d'impôt c'est une réduction fiscale de 125 % du montant investi.
Donc, si vous avez investi 1 000 dans votre coopérative, c'est 1 125 que le gouvernement va réduire de votre revenu de salarié imposable chaque année. Donc, ça, c'est un avantage fiscal qu'on accorde aux coopératives. Puis, on veut motiver les travailleurs à investir dans leur coopérative. Donc, le gouvernement du Québec, le ministère de l'Économie, a mis en place le RIC. Par contre, le RIC, pour en bénéficier, il faut avoir, normalement, là, il y a des exceptions, mais il faut avoir 1 an d'opération. Donc, ça, je le repousserais, tu vois, on pourrait le repousser là, même ici. Il faut que vous ayez lancé vos opérations, il faut que vous ayez 1 an d'activité. En général. Si vous voulez en bénéficier plus tôt, c'est possible, mais ce qu'il faut présenter au gouvernement, c'est au moins un trimestre d'état financier maison. Ils veulent être sûrs que vous êtes vraiment en opération avant de bénéficier du retour d'impôt. Il faut être aussi des employés. Si on est des travailleurs autonomes dans la coop, ça ne peut pas s'appliquer, dans le fond? Ça peut s'appliquer, oui, pour les coop de producteurs. Oui, c'est travailleurs et producteurs. Donc, vous pouvez en avoir accès, oui. Fait que ça vaudrait la peine de s'enregistrer. Puis même si on peut le faire un peu plus tard dans le processus. C'est ça, c'est pas besoin d'être au début, dans le fond. Là, on peut le faire un peu n'importe quand. Là. C'est ça. Bien, il faut attendre au moins un trimestre, je dirais. Oui, c'est ça. Idéalement, peut-être au moins 6 mois, 1 an. Puis oui, après, vous avez le droit d'en bénéficier. OK, cool. C'est-tu rétroactif? Si on investit dès le début, on peut-tu réappliquer plus tard pour avoir ça? Oui, c'est un peu un principe comme un REER. Vous avez un maximum à atteindre qui est vraiment élevé. Je pense que c'est 30 de votre revenu. C'est jamais des montants qu'on est capable d'investir là, en général. Fait que oui. Mais c'est sur votre revenu de l'année, par contre. Donc, j'arrive ici, rédaction de régie interne. Ici, oui. Ça, c'est... En fait, ça serait, je dirais, n'importe quand avant le lancement de vos opérations. Si on veut, dans la chronologie des étapes coopératives, vous avez la demande de statut. Si vous voulez vraiment accélérer au maximum votre démarrage, donc, vous demandez les statuts. Les statuts, ça prend 3 semaines à peu près avant que le ministère fasse l'acceptation finale. Donc, pendant que les statuts sont en analyse au gouvernement, vous pourriez commencer à rédiger tout de suite votre règlement de régie interne. Comme ça, quand vous recevez vos statuts, là, vous êtes en mesure de tenir votre première assemblée générale, puis c'est là que vous adoptez vos règlements de régie interne. Puis ça, on verra la semaine prochaine qu'est-ce que ça contient, les règlements de régie interne. Mais... Oui, ça ne va pas après le CA dans ce cas-là? Non, parce qu'il faut les rédiger quand même avant. OK. Puis vous les acceptez à votre assemblée de fondation. OK, c'est un draft dans le fond. Un quoi? Comment on dit en français, un draft? Un brouillon. Ben, un brouillon. Oui, mais en fait, c'est comme une proposition que vous faites à vos membres. Parce que ça se peut que la régie interne, vous soyez 2 à la rédiger. Fait que dans l'aspect démocratique, vous devez la déposer à l'ensemble de vos membres pour qu'ils l'acceptent. Fait que je la mettrais, dans l'ordre, je la mettrais quand même avant la tenue de l'assemblée d'organisation. Parce que ça, c'est la première assemblée générale que vous tenez pour officialiser votre coopérative. Techniquement, avant l'assemblée d'organisation, votre coopérative, légalement, n'existe pas. C'est une coquille, mais elle n'existe pas. Donc, c'est à l'assemblée générale d'organisation que vous adoptez vos règlements de régie interne, que vous faites l'élection de vos administrateurs si jamais vous en voulez. Donc, vous pouvez tenir le premier CA juste après l'assemblée générale. Puis c'est à l'assemblée générale aussi que vous désignez un vérificateur. Et je vais le mettre comme ici, là. Donc, un vérificateur, est-ce que c'est clair pour tout le monde qu'est-ce que c'est? C'est pas la personne qui fait la tenue de livre dans votre coopérative. Ça va être une personne externe à la coop qui va porter un regard neutre sur vos finances. Donc, en général, là, c'est un comptable. Mais ça peut, si vous avez un chiffre d'affaires de moins de 250 000 au démarrage, vous n'êtes pas obligé de faire affaire avec un CPA. Ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui s'y connaît bien en comptabilité. L'idée, c'est surtout que la personne, que vous ayez confiance dans la personne pour que les chiffres soient probants pour vous. C'est plus pour vous protéger, vous, mais vous n'êtes pas obligé de faire appel avec un spécialiste CPA. Mais ça prend absolument quelqu'un qui n'est pas dans la coop pour porter un regard externe. Donc, vous la désignez en début d'année. Vous désignez en début d'année, donc à l'assemblée d'organisation, c'est là que vous dites on veut mandater telle firme comptable pour faire notre vérification annuelle l'année prochaine. Puis, vous décidez aussi en assemblée générale quel niveau de vérification vous voulez donner à cette personne-là.
on va le voir dans d'autres cours. Là ce cours-ci, je vous le dis, là, c'est sûr que je vous donne plein d'éléments, mais c'est tous des éléments qu'on va revoir dans les différents cours. C'est plus pour que vous ayez une vision globale un peu des différentes tâches à faire dans votre parcours de démarrage. Mais les niveaux de vérification, quand je parle de niveau de vérification, je parle, puis je n'ai pas les nouveaux termes, mais d'avis au lecteur, de mission d'examen, puis d'audit comptable. Donc, c'est des niveaux d'analyse comptable qui sont plus ou moins intenses à plus intenses, de moins cher à plus cher. Ça dépend de ce que vous voulez avoir comme vérification. L'avis au lecteur, c'est vraiment juste un avis de compilation. Ils vont juste s'assurer que vos chiffres sont présentés selon les normes comptables généralement reconnues. La mission d'examen, ils regardent si c'est fait correctement, ils peuvent faire quelques petits spot checks, mais l'audit comptable, c'est vraiment le niveau suprême de vérification où le comptable va regarder vraiment l'ensemble de vos contrats. Est-ce que vous avez livré les mandats que vous deviez livrer par rapport à vos ententes avec vos clients? Donc, ils vont éplucher vos contrats. Donc, c'est possible que des bailleurs de fonds vous exigent des audits comptables pour être financés. Donc, dans ce cas-là, vous n'avez pas le choix de faire ça. Mais dans plusieurs cas, une mission d'examen peut être suffisant, surtout si vous n'avez pas un chiffre d'affaires très important. Là, dans le fond, c'est juste s'assurer que vos chiffres ont été bien rentrés durant l'année. Il y a aussi désignation des signataires. C'est lié, dans le fond, je le mets comme lié là, au premier CA. Mais ça, c'est quelque chose que vous allez devoir refaire à chaque fois que vous avez un nouveau CA. Donc, quand vous avez votre assemblée générale, vous désignez c'est qui les membres du conseil d'administration. Après, les membres se réunissent, puis c'est entre eux, dans le CA, à désigner qui va signer les chèques, qui va signer les contrats, ce genre de résolution-là. Ça va pour tout le monde? Aussi, un élément, on dit premier CA, mais dans le cas des coopératives en démarrage, vous n'êtes pas obligé d'avoir un premier CA. Vous pouvez toujours fonctionner en assemblée, en convention d'administration par les membres. Ça veut dire, parce que, un exemple, disons que vous êtes une coopérative avec, je ne sais pas moi, 5 membres, puis que vous établissez que votre conseil d'administration a 3 membres, bien, ça crée un peu, c'est une situation un petit peu étrange qu'il y ait 3 membres qui sont au courant des décisions, qui participent, puis il y aurait 2 de vos membres qui sont mis à l'écart des décisions du CA. Donc, on vous permet, quand vous êtes une petite structure, de ne pas avoir de CA. À ce moment-là, tous les membres de la coopérative sont considérés comme des administrateurs. Donc, c'est comme si vous faisiez des assemblées générales, mais avec une responsabilité d'administrateur de façon régulière. Vous vous réunissez aussi souvent que le CA l'aurait fait, mais ça n'exclut pas des membres de la coopérative. Tout le monde peut y participer. Rédaction de procès-verbal, ben oui, c'est toujours lié aux assemblées générales ou au CA. C'est important de mettre par écrit ce qui a été décidé. Puis là, ça vous appartient. Ce n'est pas des documents qui sont publics, c'est des documents privés internes à votre coopérative. Mais je vous dirais, prenez la peine de noter vos décisions. Pas toute l'issue de la discussion, mais pas la discussion complète, mais vraiment les décisions. Parce que moi, j'en ai vu souvent des coopératives qui font des rencontres, qui notent pas, puis où les notes sont sur un bout de papier, mais ne sont pas classées. Fait que tu refais tout le temps les mêmes décisions, les mêmes discussions à chaque rencontre. Donc, c'est important de mettre par écrit ce que vous décidez. Je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec des contextes d'association, procès-verbaux, CA. Ça va, moyen. Mais c'est ça, c'est pas... on a dans nos documents d'aide-mémoire, dans la clé USB qu'on appelle, mais les documents qu'on vous a transmis en début de parcours, vous avez des modèles de procès-verbaux, des genres de fil de blanc. Donc, vous pouvez là, facilement prendre ces documents-là pour vous aider à voir comment rentrer l'information. Mais c'est pas compliqué. L'important, c'est juste de noter ce que vous décidez. Peux-tu poser une question technique, Isabelle? C'est oui. Brigitte. Oui. On ne voit pas parce que là, ça bug oui. vraiment. OK. En fait, je veux juste savoir, comme là, moi, je suis allée m'imprimer un screenshot de ce tableau-là une fois qu'il est placé en... Ah oui, puis j'arrête pas de le bouger.
pourrais aller prendre des notes parce que si je prends des notes, je pense que tout le monde va voir mes notes. fait que Oui. je sais pas, y a-t-il, juste de même, vite, c'est tout ça qu'il faut faire ou il y a comme une autre façon de le faire où moi, je peux prendre mes notes personnelles sur cette image-là qu'on voit dans toi, ton partage d'écran. On peut télécharger qui dit mon chum. Oui, c'est ça, avec fichier téléchargé. OK, je télécharge, puis après ça, je peux prendre mes notes. Oui, ça OK, va être c'est mieux. bon. Ouais. OK, OK. merci. OK. Émission de part ici. Oui, c'est à peu près là que ça va, je vous dirais. Dans le fond, l'émission de part, c'est l'argent que vous investissez dans votre coopérative. C'est souvent dans ce contexte-là, avec le capital de démarrage, la partie que vous investissez dans votre entreprise. On va le faire plus tard dans le parcours coop avec Pierre, d'évaluer votre coût de projet, de faire un montage financier. Puis dans le montage financier, on va voir c'est quoi la portion que les membres ont besoin d'investir dans le projet pour qu'il puisse se réaliser. Je vous dirais, en économie sociale, on demande souvent à peu près 20 de mise de fonds des promoteurs. Donc, cette mise de fonds-là, elle va être traduite en quelque chose, puis ça va être, dans le cas de la coopérative, c'est traduit en parts. Donc, c'est des parts dans l'entreprise. Si vous voulez faire l'analogie avec l'entreprise privée, ça serait des actions dans l'entreprise. C'est un bout de papier qui est à votre nom, qui dit que vous avez investi tel montant dans votre coopérative. C'est un document aussi, les parts, elles peuvent avoir plusieurs caractéristiques. Ça, c'est au conseil d'administration de déterminer c'est quoi les caractéristiques. Vous pouvez mettre de l'intérêt sur ces parts-là. Vous pouvez émettre des parts avec une priorité de remboursement par rapport à d'autres membres. Par exemple, il y a un des membres de l'équipe qui est en mesure d'investir 10 000 dans le projet, mais les autres peuvent juste mettre 1 000. Ça vaut peut-être la peine d'émettre une catégorie particulière pour cette personne-là avec une priorité de remboursement en avant des autres ou avec un taux d'intérêt parce qu'il prend plus de risques que les autres dans le projet. Donc, c'est possible de faire ça. Donc, du moment où vous allez mettre de l'argent dans votre coopérative, il faut émettre un document à la personne qui va valider sa mise de fonds. Ça va? Est-ce qu'on va passer plus de temps à discuter sur les parts en particulier, genre dans une autre séance? On va-tu y revenir? Oui, on va y revenir, mais si tu as une question... Je vais garder mes questions pour ça. Non, mais c'est des questions plus spécifiques à ça, donc c'est pas pertinent tout de suite. OK. Avec Pierre, tu pourras lui en reparler dans le cours de comptabilité finance. OK. Puis s'il y a des cas aussi, là, s'il y a des cas particuliers pour vous, bon, on va y revenir aussi un à un. Intégration, mobilisation des membres, oui, bien effectivement, là, c'est tout le temps, c'est quelque chose qui est tout le temps nécessaire dans un cas de coopérative, mais c'est sûr que c'est d'autant plus important quand vous changez votre composition du membership. Donc, quand vous intégrez des nouveaux travailleurs, bien là, ça peut faire une déstabilisation de la dynamique d'équipe. Donc, c'est toujours important de prévoir à comment on intègre les gens, comment on leur fait comprendre qu'ils sont dans une dynamique particulière de coopérative, de participation aux décisions. Donc, ça, c'est vraiment important de le faire même, d'avoir vraiment un processus clair. Nous, on a vraiment vu, on a fait des sondages auprès des coopératives en termes de gestion des ressources humaines, puis on voyait vraiment une relation de cause à effet entre les coopératives qui n'ont pas de processus d'intégration des membres, puis celles qui en ont. Celles qui n'en ont pas disent qu'ils n'arrivent pas à intéresser les travailleurs à devenir membres, puis celles qui ont un processus, les gens décident de travailler dans la coopérative parce que c'est une coopérative. Fait que c'est vraiment important de ne pas avoir peur de parler du modèle coop dès l'embauche, sans tomber dans les technicalités là, de c'est quoi des parts privilégiées participantes. Là. Mais de dire à un travailleur qu'il n'est pas un simple salarié, il est un associé, un copropriétaire éventuellement dans l'entreprise, qu'on veut qu'il participe aux décisions, qu'on va lui demander éventuellement peut-être de mettre une certaine mise de fonds pour s'impliquer dans le projet. Mais je pense qu'il faut qu'il comprenne cette notion-là pour que le travailleur joue pleinement son rôle de copropriétaire, qu'il ne soit pas un passif, salarié passif là, dans l'entreprise, à faire uniquement son travail. Il faut qu'il fasse un peu plus que ça parce qu'il est aussi copropriétaire. Transmission du rapport annuel au MEI. Effectivement, c'est un élément spécifique aux coopératives.
Vous devez envoyer à chaque année un rapport au ministère de l'Économie, Innovation, la direction des coopératives, de l'entrepreneuriat collectif. C'est un rapport, on a aussi des exemples dans les documents qu'on vous a transmis. C'est des points de forme, ça peut être aussi simple qu'un des points de forme. C'est pas un rapport annuel comme on voit dans les associations, là, par exemple, sans but lucratif, où on a un rapport des fois de 10 pages sur nos activités. Ce que le ministère veut savoir, c'est vous avez combien de membres, combien de travailleurs, c'est quoi votre chiffre d'affaires. C'est plus par rapport à... Ils veulent plus s'assurer que vous êtes dans les conformités légales des coopératives que pour vous contrôler. Puis ça sert pour alimenter leurs statistiques. Mais c'est pas très compliqué là, à livrer. Puis bon, enregistrement RIC, ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Ici, déclaration REC, on s'est fait. Recherche de financement, effectivement, là, ça va être tout au long de, peut-être tout au long de votre vie, mais plus précisément, rapidement en démarrage, dès que vous allez avoir une idée de votre projet, que le plan d'affaires va être fait, vous allez pouvoir faire vos demandes de financement. Production, état financier, impôts, ça, il faut attendre, vous devez attendre au moins 1 an. Je vais le mettre comme ici, parce que c'est à la fin de l'année financière que vous devez produire les rapports d'impôts finaux. Donc là, c'est là que le vérificateur que vous avez désigné en début d'année va faire les états financiers. Vérifier. Ici, vous avez recherche de local, obtention de permis. Donc, ça, c'est à vous de le faire. Je le répète, nous, on n'est pas des spécialistes de votre domaine d'activité, fait qu'on ne connaît pas toutes les réglementations en vigueur dans vos secteurs à vous, notamment, entre autres, en tout ce qui est alimentation, restauration, c'est vraiment un paquet de normes à respecter. Donc, dans votre plan d'affaires, c'est aussi votre responsabilité de vous assurer que vous respectez toutes les normes, que vous avez tous les permis nécessaires pour opérer. Recherche locale, bien évidemment, il y en a que c'est un enjeu plus cruciaux que d'autres. Il y en a qui travaillent de la maison, donc ça, c'est pas un enjeu, fait que ça démarre plus vite dans ce temps-là, mais c'est sûr qu'il y en a qui dépendent de lieux particuliers, donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut se pencher des fois rapidement dans le démarrage. Achat d'équipement, ça, je pense que ça va. Mise en place d'un système comptable, je vous dirais, négligez pas de... C'est important de mettre en place un système comptable efficace dès le début, avant que vos opérations commencent, parce que c'est avant que vous avez un petit peu plus de temps pour prévoir ça. Pensez-y à l'avance. Qu'est-ce que vous préférez faire? Vous pouvez choisir de faire vous-même la tenue de livre, donc la comptabilité à l'interne, ou de la sous-traiter à une firme externe. Il y a différentes firmes qui font ça. Il y a Télescope à Montréal qui fait ça. Il y a la Coop Gesta aussi dans la Naudière. Donc, c'est possible de sous-traiter votre tenue de livre. Si vous n'êtes vraiment pas à l'aise, il y a des pour et des contre pour chacune de ces options-là. Je pense que c'est sûr que c'est le fun de contrôler à l'interne nos données financières puis d'y avoir un accès rapide. Mais en même temps, vous devez avoir des gens qui sont à l'aise à faire ça puis qui ont le goût puis que c'est facile pour eux. Si vous avez personne qui a le goût de faire ça à l'interne puis que le coût d'apprentissage est trop élevé, ben c'est peut-être pas rentable. C'est peut-être mieux d'être les meilleurs dans ce que vous faites puis de faire de l'argent avec la vente de vos services que de vous embourber dans une comptabilité qui est pas votre dada. Fait que ça, c'est à vous de voir qu'est-ce qui est mieux. Mais de bien vous structurer, c'est important. Puis, nous, on a un partenariat avec la firme Télescope, justement. Puis, en fin de parcours, on vous offrira aussi là, probablement des ateliers spécifiques pour savoir comment on classe nos dossiers, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir une tenue de livre qui est efficace, qui est bien fait. Parce que ça aussi, on voit ça souvent, là, des trucs qui sont mal rentrés, donc vous n'avez pas une image financière claire de votre entreprise. Enregistrement, TPS, TVQ, ça aussi, c'est pas obligatoire de s'inscrire immédiatement. Par contre, du moment où vous faites, je pense que c'est 30 000 de chiffre d'affaires, vous devez être enregistré TPS, TVQ. Donc, évidemment, moindrement que vous prévoyez un certain nombre d'activités, ça peut valoir la peine de s'inscrire rapidement. Ce qui est intéressant en s'inscrivant rapidement, c'est que vous pouvez aussi avoir un remboursement sur vos achats. Donc, quand vous achetez de l'équipement en démarrage, bien là, vous pouvez récupérer taxes TPS, TVQ. Donc, ça, c'est quand même un avantage, même si vous faites pas même si vous ne générez pas encore de vente. Ça va? Oui?
Activité de lancement. Activité de lancement, on le mettait là juste pour pas vous l'oublier. Je pense que ça fait partie ça devrait faire partie probablement de votre plan marketing, mais de plan de communication pour savoir, n'oubliez pas de faire quelque chose au lancement de votre coopérative. Essayez de penser, peu importe l'activité, selon ce que vous êtes, ce que vous faites, mais c'est une belle occasion de publiciser vos services. Donc, manquez pas cette chance-là de trouver une manière de faire connaître le démarrage de votre coopérative. Assurance civile, administrateur, on aura une formation spécifique là-dessus, là, sur le rôle des administrateurs plus tard dans le cours du parcours. Puis on fait venir aussi la firme Cooperator, qui est un de nos partenaires aussi, puis qui vont vous expliquer plus en détail à quoi consiste la responsabilité des administrateurs. Parce que vous êtes obligé d'avoir une assurance civile, bien meuble, s'il y a des vols, un incendie, si vous êtes poursuivi par un tiers, vous devez être assuré en tant que coopérative. Par contre, l'assurance administrateur, elle est facultative, mais ça peut valoir la peine d'en avoir une aussi si vous avez des poursuites, que les administrateurs ne soient pas tenus responsables de ces poursuites-là. Donc, on vous en parlera plus tard, mais ça, c'est quand même des choses à faire rapidement là, avant de lancer vos opérations. Production de T4 relevé 1, sommaire 1, bien ça va, c'est lié avec la production des états financiers, c'est à la fin de l'année, c'est le sommaire des salaires versés, puis de vos dépenses. Enregistrement CNE-SST, ça peut aller en même temps ça que l'enregistrement TPS-TVQ. C'est les enregistrements, c'est tout ce qui est déduction à la source, ce qui est aussi santé et sécurité au travail. Maintenant, c'est regroupé dans une même organisation. Donc, tout ce qui est charge au gouvernement que vous devez payer, vous devez vous enregistrer parce que vous prélevez des sommes pour le gouvernement, pour la Régie des rentes du Québec, etc., le chômage. Donc, vous prélevez ça sur le salaire de vos employés et vous devez les rembourser à l'État. Donc, vous devez vous inscrire pour avoir un numéro pour faire les versements selon le rythme là, à chaque mois, à chaque 3 mois ou à chaque 6 mois. Si jamais la coop ne prévoit pas avoir d'employés avec un salaire puis qu'on est tous des travailleurs autonomes, est-ce qu'il y a un avantage de s'inscrire au CNE-SST ou ça ne vaut pas nécessairement la peine? Je ne sais pas toi, Frédéric, si tu n'as pas de salariés, en tout cas, je sais que pour santé et sécurité au travail, ça peut être intéressant quand même d'être assuré, mais vous avez le choix, puis ça, je le dis aussi pour les coopes de travailleurs, si vous êtes un travailleur dirigeant, donc si vous travaillez dans l'entreprise, mais que vous avez un poste de président, vice-président, secrétaire trésorier, vous n'êtes pas obligé de cotiser à l'assurance sécurité au travail. Donc, ça veut dire que si vous avez un accident de travail durant que vous travaillez, vous n'êtes pas indemnisé. Donc, c'est à vos risques et périls, mais vous ne payez pas de cotisation de cote d'assurance. Donc, ça devient un risque personnel que vous prenez. Par contre, si vous voulez être indemnisé s'il arrive un accident au travail, il faut absolument que vous complétiez ce qu'on appelle un formulaire de protection personnelle. Je vous le dis, je ne pense pas que vous allez tout retenir, mais retenez que c'est important que pour la CSST, CNESST, quand vous êtes un travailleur dirigeant, vous n'êtes pas automatiquement couvert par l'assurance. Il faut faire une demande particulière. Mais genre, on est obligé, mettons, si mettons, on est tous des travailleurs autonomes et qu'on veut vivre avec le risque de ça, est-ce qu'on n'est pas obligé de s'enregistrer, dans le fond, avec la CNESST? Ou... Parce qu'après ça, là, même si on ne verse pas de salaire aux employés, s'il n'y a pas d'employés et qu'on ne verse pas de salaire, il faut quand même cotiser en tant que travailleur autonome, j'imagine, pour pouvoir avoir accès à ça. Oui. Pour toi, Frédéric, tu le sais-tu, s'il n'y a pas de salaire? En fait, là, il y a deux notions. Il y a la notion de travailleur autonome, puis il y a la notion de coopérative, personne morale qui a des salariés. Donc, la première question, la question des travailleurs autonomes qui travaillent pour la coop, donc qui travaillent pour une entreprise qui est la coop, qui sont rémunérés probablement par honoraire professionnel, par la coop, mettons. C'est sûr que comme travailleur autonome, c'est ton statut de travailleur autonome qui prévaut, puis il faut que tu fasses la démonstration que la coop, ce n'est pas ton seul client
que tu fournis tes propres outils de travail, par exemple ton ordinateur, puis que tu fasses la démonstration que tu as d'autres clients. Si éventuellement la coop est ton seul client comme travailleur autonome, tu risques d'être assimilé comme salarié, puis la coop risque d'être assimilable comme employeur. En fait, comme selon notre mode de fonctionnement de coopérative, on est le client de la coop. La coop n'est pas notre client. C'est la coopérative qui nous loue un espace de travail. C'est ça. Eux sont payés, c'est les tatoueurs, sont payés eux autres directement par le client. Puis ils reversent à la coopérative. Mais je m'informerai pour la... Dans ce temps-là, ouais. Vous n'êtes pas salarié de la coopérative. Non. Donc, vous conservez votre statut de travailleur autonome et effectivement, tant et aussi autant que la coopérative n'a pas de salarié, elle n'est pas obligée de cotiser à la CNSST. Mais ça pourrait quand même être avantageux s'il arrive un accident au travail. On pourrait aussi, si on voulait, mettons, individuellement cotiser puis être couvert, dans le fond. Oui. Oui, je me renseignerais. Puis même, je sais qu'ils ont resserré leurs exigences, la CNESST, là, accident au travail. Même les bénévoles doivent maintenant être couverts par la santé sécurité. Fait que j'aurais tendance à penser aussi qu'un travailleur autonome dans une coopérative de producteurs aussi, là, au même titre. Fait que appeler la commission des normes pour être sûr. Ouais. Puis si jamais on fait un événement aussi, j'imagine que ça va pouvoir couvrir un peu toutes les personnes qui participent à l'événement ou quoi de même, si jamais... Oui, c'est ça. Là, il faut peut-être faire la nuance entre responsabilité civile ou santé sécurité au les travail. Assurances. Oui. OK, cool. Merci. Puis validez bien aussi avec la CNESST que, eux, ils vous mettent dans des cases un peu préformatées avec ce qu'ils comprennent de votre projet. Puis des fois, selon le classement qu'ils vous donnent, vous pouvez payer beaucoup plus cher ou trop cher pour ce que vous faites pour vrai. Fait qu'expliquez bien ce que vous faites, puis essayez de minimiser les risques au travail. Comme ça, vous allez avoir des cotisations moins élevées aussi. Merci, c'est gentil. OK. Après ça, enregistrement DAS, bien, ça va avec CNESST. Maintenant, les DAS et la santé sécurité au travail est prélevé à même. C'est considéré comme une déduction à la source, donc c'est un seul enregistrement. Remise des DAS est ici, mais en fait, c'est ça. C'est des remises régulières. C'est ça, je pense, je ne sais pas toi, Frédéric, tu sais peut-être plus, mais on peut choisir selon le niveau justement de salaire qu'on verse, on peut s'inscrire pour aux 6 mois, hein, je pense. Je ne sais pas c'est quoi le moins de la plus faible fréquence. Non, il ne faut pas mélanger le TPS TVQ puis DAS. C'est au 15 de chaque mois. OK. Puis, n'oubliez pas de les verser, c'est extrêmement important parce que de toute façon, il y a des pénalités si vous ne les versez pas. Donc, ce que vous donnez au gouvernement, puis je vous le dis parce que on l'a vu dans des coopératives, ces pratiques-là. Les DAS, c'est de l'argent que vous ponctionnez, que vous devez remettre à l'État, même chose avec les taxes. Mais il y a une tentation, des fois, quand vous manquez de liquidité, à conserver ces montants-là et pas les rendre tout de suite au gouvernement en vous disant le jour où j'aurai de liquidité, je rembourserai. Mais ça, si vous faites faillite, vous devez cet argent-là. Le gouvernement va aller les chercher dans les poches de chacun de vous en tant qu'administrateur. Fait que c'est vraiment important de niaiser pas là-dessus. L'argent que vous ponctionnez ne vous appartient pas. Vous êtes comme un fiduciaire, vous devez la remettre à l'État. Donc, utilisez pas ça comme source de liquidité. Je sais pas si c'est clair pour tout le monde. Puis, déclaration annuelle ici, REC. Ça, c'est quelque chose que vous faites à chaque année. Donc, quand on vous donne vos statuts de constitution, vous faites votre première assemblée générale. Là, c'est la première inscription que vous faites au registre des entreprises. Mais après, dès que vous faites une assemblée générale, puis que vous changez le nom des administrateurs, ou même s'il n'y a pas de changement, vous refaites une déclaration annuelle de modification ou de mise à jour. Même chose aussi si en cours d'année, il y a un administrateur qui quitte puis qui se fait remplacer par quelqu'un d'autre, il faut enlever son nom, il faut changer son nom au registre des entreprises parce que s'il arrive quelque chose, ben c'est quand même cette personne-là qui est tenue responsable. Donc, pour la protéger aussi, il faut mettre à jour les informations. Dès que vous changez la composition de votre CA, vous allez au registre des entreprises pour faire la mise à jour.
Puis ça, on peut le faire un peu quand on veut. On n'est pas obligé d'attendre à chaque année. Là. Si jamais on veut faire un conseil, mettons, il y a quelqu'un qui s'en va, puis tu veux faire un conseil d'administration, puis comme tout refaire ça, on peut le modifier plus tôt. Oui. Déclaration modificative qui appelle, c'est n'importe quand il y a un changement. Puis la déclaration annuelle, ben ça, c'est vous devez le faire annuellement après votre assemblée générale. OK. Fait que voilà, ça c'est un gros topo, c'est un peu une esquisse grossière, mais tu sais, pour quand même vous montrer les étapes qui vous attendent, autant dans l'aspect coop que dans l'aspect entreprise. Donc, pour vous le mettre en tête, mais de toute façon, c'est ça, on va quand même revoir. Je vous dirais, dans la coop, les 3 premières étapes, je vous dirais, c'est de demander vos statuts de constitution, de faire vos règlements de régie interne, puis de faire la première assemblée générale pour mettre sur les rails votre coopérative. Ça, ce seraient les 3 premières étapes, là, je vous dirais, à vous rappeler là, pour la mise en place.